Janvier 1807. L'empereur français Napoléon Bonaparte, vainqueur d'Ulm, d'Austerlitz et d'Iéna, était proche de l'apogée de sa puissance. Sa grande armée avait tout balayé sur son passage. Maintenant, au plus profond d'un hiver polonais rigoureux, il cherchait la victoire finale qui lui permettrait de devenir le maître de l'Europe. Sa cible, les Russes, appuyés par les restes de l'armée prussienne. Mais les mois de campagne avaient épuisé même les vétérans les plus endurcis. La plupart d'entre eux n'avaient pas vu la France depuis des années. Et la guerre en Pologne ne semblait offrir que de la boue glaciale, la faim et un ennemi têtu qui refusait de s'avouer vaincu. À Pultusk, les Russes se sont battus courageusement et ont déjoué la première tentative de Napoléon d'encercler leur armée. Mais une autre opportunité allait bientôt se présenter. Le commandement de l'armée russe venait d'être confié au général Levin August von Bennigsen. Malgré son nom allemand et ses racines hanovriennes, il était un vétéran de 34 ans de service au sein de l'armée impériale russe. Le 27 janvier, avec 77 000 Russes et 13 000 Prussiens, Bennigsen lança une offensive hivernale surprise, ciblant le 6e corps exposé du maréchal Ney. Mais Ney s'échappa, et le 1er corps de Bernadotte livra un combat d'arrière-garde réussi à Morungen. Napoléon allait maintenant retourner la situation contre Bennigsen. Dès qu'il eut connaissance de l'avancée russe, il commença à planifier un grand encerclement de l'ennemi. Soudain, ce sont les Russes qui se sont retrouvés pris au piège. Bennigsen eut vent des manœuvres de Napoléon juste à temps et commença une retraite précipitée. S'ensuivirent 5 jours de marche acharnée. L'avant-garde du maréchal Murat talonnait les Russes tout au long du chemin. Mais malgré une série d'assauts furieux contre leur arrière-garde, habilement commandés par le prince Bagration, les Français ne parvinrent pas à percer. La poursuite s'est poursuivie, même si les températures ont chuté. Au nord, Ney suivait le corps prussien de l'Estoc, tandis que le 4e corps de Soult suivait l'arrière-garde russe jusqu'à la petite ville prussienne orientale d'Eylau. Dans l'après-midi du 7 février, les troupes du maréchal Soult avancent sur la route glacée vers Eylau. Ils la trouvent tenue par la division russe du général Barclay de Tolly, retranchée le long d'une ligne de clôture, de fossés et de barricades. Juste avant le crépuscule, des combats confus ont commencé autour du cimetière de la ville. De plus en plus de troupes furent entraînées dans des combats acharnés. Les Français prennent le cimetière avec une charge furieuse à la baïonnette, mais doivent ensuite résister à une contre-attaque russe déterminée, menée par Barclay lui-même, qui est grièvement blessé par la mitraille. De violents combats de rue se poursuivent tard dans la nuit. Mais les Français finirent par l'emporter, avec 4000 victimes de chaque côté. Les soldats comme les officiers furent stupéfaits par la sauvagerie des combats. À la tombée de la nuit, les températures ont chuté de façon spectaculaire. De nombreux blessés meurent de froid là où ils sont tombés. Les Français pillèrent Eylau pour s'approvisionner en vivres et en bois de chauffage. De nombreux soldats russes furent obligés de dormir à l'extérieur, enveloppés seulement dans leurs capotes, et il leur était interdit d'allumer des feux. Cette nuit-là, la plus grande crainte de Napoléon était que les Russes s'enfuient sous le couvert de l'obscurité, le privant ainsi de la bataille décisive qu'il désirait ardemment. Il n'avait pas à s'inquiéter. Bennigsen avait fini de courir. Ici, à Eylau,
les Russes avaient décidé de se battre. Avant l'aube, Napoléon était sur la butte du cimetière d'Eylau, essayant d'apercevoir les lignes russes à travers sa lunette. Il fut surpris par ce qu'il vit. 67 000 Russes entassés sur 2 grandes lignes le long d'un front de 4,8 km, avec des villages bien défendus ancrant leurs 2 flancs. Un terrain découvert s'étendait entre les 2 armées, offrant un champ de tir dégagé pour les 400 canons de Bennigsen, une quantité énorme d'artillerie pour une armée de l'époque. Napoléon dispose du corps réduit de Soult et d'Augereau, ainsi que de la garde impériale et de la cavalerie de réserve de Murat, soit seulement 45 000 hommes et 137 canons. Mais Napoléon attendait l'arrivée du 3e corps de Davout, fort de 15 000 hommes. Il arriverait en parfaite position pour tomber sur le flanc ennemi. À l'aube, alors que les troupes françaises prenaient encore position, des centaines de canons russes ouvrirent le feu dans une déflagration massive. À Eylau, c'était le chaos. Les boulets de canon s'écrasaient à travers les bâtiments et déchiraient les hommes. Les canons français répondirent bientôt aux Russes avec la même férocité. Il s'agissait du plus grand duel d'artillerie combinée que le monde ait jamais connu. Cela dura presque 3 heures. Si Bennigsen disposait de plus de canons, les équipages français étaient plus expérimentés, et face aux lignes russes très serrées, ils ne pouvaient pas rater leur coup. Pendant ce temps, les 2 divisions de tête de Davout arrivaient sur le champ de bataille, dangereusement placées sur le flanc gauche russe. Mais avant qu'ils puissent attaquer, le prince Golitsyn frappa le premier avec sa brigade de cavalerie. Les vétérans de Davout repoussèrent les cavaliers par un feu discipliné. La charge de Golitsyn a cependant donné au général Bagovout le temps de réorganiser sa ligne défensive pour faire face à la nouvelle menace. Lorsque le maréchal de Fer attaqua vers 8 heures du matin, il trouva l'ennemi retranché sur une crête avec un formidable soutien d'artillerie. La division de tête de Davout fut repoussée, subissant une perte de 1500 hommes. Cet échec de Davout alarma Napoléon. Il craignait que les Russes ne se retirent avant que son piège ne se referme. C'était, décida-t-il, le moment critique de la bataille. Il envoya le 7e corps du maréchal Augereau et la division du général Saint-Hilaire des ordres clairs: empêcher les Russes de fuir. Il devait pour cela lancer une attaque frontale contre l'ennemi. Le maréchal Augereau, âgé de 49 ans, connaissait et servait Napoléon depuis son premier commandement en Italie et la brillante campagne de 1796. Mais ce matin-là, il était très malade. À 10 heures du matin, attaché à son cheval, il mène en avant les 12 000 hommes du 7e corps, juste au moment où de fortes chutes de neige commencèrent à tomber. La visibilité étant réduite à quelques mètres, les divisions d'Augereau dévièrent de leur trajectoire et se retrouvent directement en face de l'artillerie russe, en plein cœur du duel d'artillerie. Les boulets de canon français et russes déchirèrent leurs rangs. Les hommes d'Augereau continuèrent leur progression avec acharnement, mais alors qu'ils s'approchaient de la ligne russe, la tempête de neige cessa soudainement. Une division s'est retrouvée face à 70 canons russes, à une distance de seulement 30 mètres. Quelques secondes plus tard, ces premiers rangs sont anéantis par les mitrailleuses russes. Une
Une autre division française a percé la ligne ennemie, mais elle est encerclée sur 3 côtés par les baïonnettes russes et anéantie. Le cheval d'Augereau fut tué sous lui, le laissant grièvement blessé. Alors que les survivants de son corps s'éloignaient en titubant du chemin par lequel ils étaient venus, la cavalerie et l'infanterie russe avançaient. Les unités ont été débordées, des régiments entiers ont été engloutis, l'ordre et la discipline se sont effondrés. L'une des rares unités à maintenir l'ordre était le 14e régiment d'infanterie, surnommé le Brave, pour son rôle héroïque à Rivoli 10 ans auparavant. Mais maintenant, ils étaient en infériorité numérique et encerclés. Le régiment résista courageusement, mais fut taillé en pièces, subissant 75% de pertes et la perte de son étendard. En l'espace de 30 minutes seulement, les Russes infligent 5000 pertes au 7e corps d'Augereau. En réalité, il avait cessé d'exister. Ce fut l'un des pires désastres sur le champ de bataille des guerres napoléoniennes. Pour les Français, Eylau n'était plus un combat pour la victoire, mais une lutte pour la survie. Du haut du cimetière d'Eylau, Napoléon assiste à la catastrophe qui engloutit le corps d'Augereau. Il savait qu'il devait stabiliser la situation immédiatement et gagner du temps pour réorganiser son centre et pour que le corps de Davout arrive en force. L'empereur se tourna alors vers Murat et sa grande réserve de cavalerie. C'était un pari désespéré. Les chevaux étaient fatigués et souffraient du froid. Ils seraient en infériorité numérique et sans soutien de l'infanterie. Mais le flamboyant et apparemment intrépide maréchal Murat ne s'est pas laissé décourager. Il rassembla 40 escadrons de cavalerie, 5000 dragons et cuirassiers, et les lança en avant. Ainsi commença l'une des charges de cavalerie légendaires des guerres napoléoniennes. Incapable de se déplacer plus vite qu'au pas, en raison des terribles conditions, la cavalerie de Murat présentait néanmoins un formidable mur d'hommes, de chevaux et d'acier. Les dragons du général Grouchy, en tête, repoussèrent l'avancée des Russes. Les cuirassiers blindés d'acier d'Hautpoul s'élancèrent alors en avant sur leurs chevaux géants. Trouvant une brèche entre 2 divisions russes, ils l'utilisèrent pour percer la ligne ennemie. Avec un élan apparemment imparable, les coureurs se sont lancés en avant. Mais cela ne pouvait pas durer. Alors qu'ils s'approchaient du quartier général de Bennigsen, une batterie russe ouvrit le feu sur les cavaliers français à coups de mitraille. D'Hautpoul lui-même fut mortellement blessé. L'élan français fut perdu. Alors que la contre-attaque russe commençait, Murat ordonna à ses escadrons de se regrouper et de se retirer. Il a failli ne pas y parvenir. La 4e division russe s'était déplacée pour bloquer sa fuite. Voyant cela, Napoléon ordonne au maréchal Bessières de conduire en avant la cavalerie de la garde. Il s'agissait de 2000 des meilleurs cavaliers d'Europe. Et au cri de « Vive l'empereur !», ils avancèrent dans la masse tourbillonnante de boulets de canon et de neige. Lorsque le colonel Lepic vit ses hommes se baisser, il s'écria « Haut la tête, pardieu! C'est de la mitraille, pas de la merde !» Les chasseurs de la garde chargèrent le premier carré d'infanterie russe qu'ils rencontrèrent, dispersèrent les artilleurs ennemis et ouvrirent un chemin aux escadrons en retraite de Murat.
La charge française à Eylau restera dans les mémoires comme l'une des manœuvres militaires les plus audacieuses et les plus désespérées de l'époque. Les pertes furent terribles en hommes et en chevaux, mais la mission fut accomplie. L'avancée russe fut stoppée net et l'initiative revint à Napoléon. Le 3e corps du maréchal Davout, les célèbres héros d'Auerstedt, 4 mois plus tôt, était désormais arrivé en force suffisante pour lancer un assaut à grande échelle. Anticipant cela, Bagovout s'est retiré sur une nouvelle ligne défensive sur le Kriegerberger, une hauteur dominante parfaite pour l'artillerie. S'ensuivirent 2 heures de combat chaotiques. Chaque avancée française était contestée par une contre-attaque russe féroce. Mais appuyé par les dragons et la division Saint-Hilaire, le 3e corps écrase lentement l'ennemi. Bennigsen fut contraint d'envoyer sa dernière réserve, la 14e division de Kamensky. Appuyé par la cavalerie, il repoussa les Français de Kleinsausgarten et à travers les champs au-delà jusqu'à ce que sa propre avance soit stoppée par l'artillerie française. Lorsque Davout reprend son attaque à 15 heures, la ligne russe cède. Le château de Kriege fut pris, ainsi que le quartier général de Bennigsen à Auklappen. Bennigsen avait réussi à réunir suffisamment d'unités pour improviser une nouvelle ligne défensive. Mais les canons français, acheminés jusqu'au Kriegerberger, ouvrirent un feu dévastateur. La pression française était irrésistible. Le flanc russe allait sûrement s'effondrer à tout moment, offrant à Napoléon la victoire décisive qu'il recherchait tant. Tout ce qu'il manquait était un dernier effort. Tôt ce matin-là, Bennigsen avait envoyé des ordres urgents au général prussien Anton von Lestock pour qu'il rejoigne l'armée principale avec son corps le plus rapidement possible. Bien qu'âgé de près de 70 ans, Lestock était toujours aussi énergique qu'au cours de son service sous Frédéric le Grand et était assisté d'un chef d'état-major très compétent, le colonel Gerhard von Scharnhorst. Le corps de Lestock, fort de 9000 hommes, se trouvait à 13 km au nord-ouest d'Eylau, sous la surveillance étroite du 6e corps du maréchal Ney. Ses ordres étaient d'empêcher à tout prix la jonction des Prussiens avec les Russes. Mais grâce à des marches forcées sur des routes de campagne gelées et vallonnées, Lestock parvint à contourner les troupes de Ney. À la grande joie de Bennigsen, en début d'après-midi, les Prussiens arrivèrent à Schmoditten. Son flanc gauche était en ruine, il n'avait pas de temps à perdre. À 16 heures, les Prussiens de Lestock chargent. Les hommes de Davout marchaient et combattaient depuis plusieurs heures et étaient complètement épuisés. Ils réussirent à tirer quelques volées de balles avant de se retourner et de s'enfuir. La cavalerie russe les poursuivit. Le maréchal Davout, avec seulement une division intacte restante, se préparait à prendre position sur le Kriegerberger. « Les braves !» cria-t-il, « trouveront ici une mort glorieuse. » Heureusement pour Davout, les attaques ennemies étaient mal coordonnées et sa batterie de 40 canons infligea de terribles pertes. Vers 17h30, à la nuit tombée, le corps de Ney arrive à la poursuite des Prussiens et prend Schmoditten. Cette nouvelle menace força Bennigsen à cesser son attaque sur Davout. Et alors que l'obscurité tombait, le massacre de la journée prit enfin fin.
Depuis que Napoléon s'était couronné empereur en 1804, chaque campagne, chaque bataille qu'il avait menée s'était soldée par un brillant succès. Mais plus maintenant. Bennigsen, apprenant l'ampleur réelle des pertes de son armée et son manque critique de munitions, se retira dans la nuit. Les Français se retrouvèrent face à un champ de bataille gelé et jonché de cadavres, permettant à Napoléon de revendiquer la victoire. Mais en réalité, Eylau avait été un massacre meurtrier, sans vainqueur. Comme s'exclamait le maréchal Ney en voyant le champ de bataille, « Quel massacre !» et sans résultat. Le nombre exact de victimes est inconnu, en raison du chaos et des conditions de la bataille, ainsi que de l'ampleur des pertes. Mais il est probable que les Russes avaient perdu 20 000 hommes, tués, blessés ou capturés. Les Français, peut-être jusqu'à 25 000. Ce qui est clair, c'est que des milliers de vétérans français, les vainqueurs d'Ulm, d'Austerlitz et de Iéna, ont trouvé la mort dans les champs enneigés de la Prusse orientale. La grande armée de Napoléon allait remporter encore de nombreuses autres grandes victoires, notamment une victoire écrasante sur les Russes de Bennigsen à Friedland, 4 mois plus tard. Mais, après les pertes brutales d'Eylau, rien n'était plus comme avant. Merci aux artistes Kees Rocco et Alexander Averianov pour leur aimable autorisation d'utiliser leurs œuvres dans cette vidéo. Un grand merci également à notre ancien collaborateur History March pour avoir créé la carte du champ de bataille utilisée dans cet épisode. Vous pouvez profiter de nombreuses autres excellentes vidéos sur l'histoire militaire sur sa propre chaîne YouTube. Et merci à tous les supporters Patreon d'Histoire Épique qui rendent cette chaîne possible.